Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 octobre 2025. Et notre cher ami, notre cher frère, Matthew Haw, est de retour parmi nous. Bon retour, Matt. Salut, Nima. C'est vite te voir. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Alors, Matt, commençons par ce qui se passe aux États-Unis. La dernière nouvelle est que la Commission des Relations étrangères du Sénat américain a approuvé une initiative visant à désigner la Russie comme un État soutenant le terrorisme. Que se passe-t-il exactement? Ils ne parlent pas seulement de la Russie. Ils évoquent aussi la Chine, qui soutiendrait la Russie, et ils essaient, vous savez, de placer la Chine dans cette position également. Que se passe-t-il? Et en quoi cela va-t-il aider les États-Unis et la position qu'ils adoptent s'ils veulent aider l'Ukraine? Selon vous, est-ce que cela va réellement aider l'Ukraine? Non, cela n'aidera pas l'Ukraine. Cela n'aidera personne, sauf dans leurs propres esprits fiévreux et maniaques. Une grande partie de cela découle de cette idée de maximalisme, exercer une pression extrême. Cela provient des efforts menés sous la première administration Trump, de la pression maximaliste sur l'Iran et de cette croyance vraiment erronée et révisionniste selon laquelle cela aurait été un succès. Et que, sans l'administration Biden, l'Iran se serait déjà effondré, il y aurait eu un changement de régime là-bas et le peuple iranien serait libre, etc., etc., etc. Je veux dire, c'est complètement infondé. D'abord, parce que l'administration Biden n'a pas réduit les sanctions ni la pression exercée sur l'Iran, et ensuite parce que ça n'a tout simplement pas cet effet. Mais l'idée, c'est que c'est ainsi que nous devons agir dans le monde, que nous devons appliquer tout le poids des États-Unis, que nous avons été trop indulgents, que nous devons retirer les gants. Ainsi, l'idée de désigner la Russie comme un État soutenant le terrorisme permet d'imposer davantage de sanctions à la Russie, de restreindre davantage les interactions avec elle. Cela exclut énormément de choses. Et c'est une manière détournée de contourner ou de faire échouer les négociations avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ainsi que les discussions sur des questions de sécurité plus larges. Si vous désignez la Russie comme un État soutenant le terrorisme, alors les États-Unis ne peuvent plus négocier avec la Russie sur le contrôle des armements. Alors, comment prolonger le traité New START qui doit expirer en février 2026? Eh bien, la plupart de ces hommes et femmes au Congrès ne veulent pas voir le traité New START prolongé. Ils ne veulent pas que les armes nucléaires soient limitées à 1500 ogives chacune. Ils veulent que ce soit, vous savez, une véritable aubaine, n'est-ce pas? Et permettre simplement aux entreprises d'armement et à l'industrie nucléaire de revenir s'abreuver à la mangeoire d'une course aux armements débridés. Alors vous savez, il y a beaucoup de motivations ici. Il y a beaucoup de raisons à cela. Il y a beaucoup de mains cachées impliquées dans cette affaire. Mais tout revient à cette fièvre, cette manie, cette folie à Washington, D.C., qui, vous savez, est de nature impériale. L'idée, bien sûr, que les États-Unis ne peuvent tolérer aucun défi à leur domination, qu'ils ne peuvent accepter aucune forme d'affront ou d'impertinence, ou qu'ils ne peuvent pas ne pas obtenir ce qu'ils veulent. C'est une idée impériale. Vous auriez vu cela à Rome, il y a 2000 ans. Vous l'auriez vu à Londres il y a 150 ans. N'est-ce pas? Je veux dire, une partie de cela est simplement naturelle, organique à tout empire. D'autres aspects sont propres aux États-Unis et à ceux qui détiennent le pouvoir ici, comme Lindsey Graham, qui est l'un des principaux partisans de ce genre de choses. Cela, bien sûr, va de pair ou en parallèle avec le souhait de Graham. Et je crois qu'il a, je pense, 75 coparrains au Sénat pour imposer des droits de douane de 500% à quiconque importe du pétrole russe, n'est-ce pas? Ainsi, les Indiens, les Turcs ou d'autres
se verrait imposer des tarifs de 500%. Et pour couronner le tout, cela s'accompagne, comme souvent, d'actions concrètes. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, les explosions dans les installations portuaires pétrolières roumaines et hongroises qui recevaient du pétrole russe. Tout cela fait partie d'un plan global dont ils pensent qu'il fera s'effondrer la Russie. Il ne s'agit même pas d'amener la Russie à négocier la fin de la guerre. Ces gens-là ne s'en soucient pas. Ils ne se soucient pas de voir une fin. En réalité, je m'attendrais à ce que beaucoup d'entre eux veuillent que la guerre continue pour tout un tas de raisons. Que ce soit les profits de l'industrie de l'armement ou parce qu'ils aiment l'idée que des soldats russes soient tués. Mais ce qu'ils pensent que ce type de pression fera, c'est isoler la Russie, faire souffrir son économie et, en fin de compte, créer une telle pression que le gouvernement russe s'effondrera. Et alors, tu sais, les Américains et l'Occident auront enfin remporté la grande victoire en Russie qu'ils essayent d'obtenir depuis les années 1990. Matt, l'administration Trump, elle est au pouvoir depuis quoi? Presque 10 mois maintenant? Les États-Unis. Jusqu'à présent, quelle est votre évaluation de Trump? Si c'est la question que je poserai à notre public qui nous regarde en ce moment, Trump peut-il apporter la paix? Voyez-vous le moindre signe que cette administration irait dans cette direction? Je ne sais pas. Enfin, je veux dire, il adore. Donald Trump adore lancer cette statistique. Je crois qu'il en est maintenant à 8 guerres qu'il dit avoir terminées. Mais vous savez, quand on regarde vraiment les faits, tout cela est complètement démonté. Il prétend encore avoir résolu la guerre au Congo. Et d'après ce que je lis, le Congo est aussi sanglant que jamais. Vous savez, nous avons affaire à un homme qui vit dans sa propre réalité, entouré de personnes et d'un mouvement qui se voit comme des révolutionnaires. Donc le monde qu'il crée, pour des gens comme eux, a son propre lexique, sa propre signification. Alors, que signifie la paix pour eux? Nous pouvons certainement revenir en arrière et examiner ce que rapporte Tacite. Calgacus, le chef écossais, je suppose, l'un des Calédoniens de l'époque, qui disait des Romains, « Ils créent un désert et appellent cela la paix ». Je veux dire, est-ce essentiellement ce que nous avons ici? C'est certainement ce que nous voyons dans la compréhension israélo-américaine de ce qui se passe à Gaza. Ils ont détruit Gaza. Gaza a disparu. En somme, je veux dire, vous savez, plus de 2 millions de personnes sont encore là. Mais Gaza en tant que lieu physique, en relation avec ce qu'elle était autrefois, n'existe plus. Et ensuite, ils déclarent la paix. Voilà. Je veux dire, donc, pas les Palestiniens à Gaza, excusez-moi, mais les Israéliens, les Américains. Alors vous savez qu'ils veuillent réellement la paix ou non, ces révolutionnaires qui sont au pouvoir, le mouvement MAGA, le mouvement America First, Trump et son cabinet, peu importe comment on les décrit, c'est une bonne question. Et on voit la façon dont Trump oscille sur les sujets, le fait qu'il n'a pas de principe, qu'il n'est ancré en rien. Il est incroyablement malléable. Je veux dire, nous avons parlé de l'Ukraine, n'est-ce pas? La façon dont il est passé d'une réunion avec Poutine à Anchorage en août, où nous avions besoin d'un cessez-le-feu, à la sortie de cette réunion, aucun cessez-le-feu, jusqu'à la semaine dernière. Nous avons encore besoin d'un cessez-le-feu, n'est-ce pas? Et c'est, je suppose, ce qui a fait échouer les discussions entre lui et Poutine qui devaient avoir lieu en Hongrie. La Hongrie, bien sûr, c'est encore une autre histoire. On peut se demander comment quelqu'un s'attendait à ce que Poutine atteigne la Hongrie en survolant tous les pays de l'Union européenne. Je ne sais pas. Mais encore une fois, ce sont des gens qui vivent dans leur propre réalité, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas. Tout cela est une folie que nous essayons de comprendre. Nous essayons d'aborder des personnes irrationnelles, des gens qui se considèrent comme des révolutionnaires. Nous les qualifierions de réactionnaires, qui se voient comme des révolutionnaires.
Nous essayons d'articuler, de les comprendre, nous essayons de déchiffrer, et c'est vraiment difficile à faire. Et vous savez, nous tous qui essayons de faire cela, nous devons tous nous accorder un peu de répit et relâcher la pression si nous ne sommes pas parfaits ou si nous ne faisons pas tout exactement comme il faut. Parce que nous n'avons, du moins dans ma vie, jamais vu une administration, un gouvernement comme celui que nous avons en ce moment, en termes de, de son absence d'adhésion à quoi que ce soit d'autre que, vous savez, comme mon amie Karen Kiratowski l'a dit aujourd'hui même dans un courriel, elle l'a décrit comme une recherche du profit. Tels sont les objectifs de cette administration. La recherche du profit, le copinage et des guerres bon marché à l'étranger pour les ressources naturelles. Cela semble être le principe ou le but ou la base sur laquelle ce gouvernement fonctionne. Vous savez, et je pense que c'est probablement ça. Oui, je veux dire, il est difficile de savoir s'ils veulent vraiment la paix ou non. Et une dernière chose, c'est que vous savez, cette idée selon laquelle Donald Trump voudrait le prix Nobel de la paix, cela semble réel. Cela ne paraît pas exagéré. Ce n'est pas comme une rumeur inventée ou une petite anecdote présidentielle, comme lorsque William H. Taft n'a pas pu sortir de sa baignoire. Il est tout à fait sérieux à ce sujet. Il est sérieux, très sérieux. Et cela entre en ligne de compte dans le calcul de ce que Donald Trump fera à l'égard d'Israël et de l'Iran. Certainement, les Israéliens veulent que les Américains participent à nouveau à une guerre avec l'Iran. Et vous savez que cela empêche ou non Donald Trump de recevoir le prix Nobel de la paix en octobre prochain. C'est un vrai facteur. Je veux dire, c'est insensé que nous disions cela, que ce soit quelque chose avec lequel nous devons réellement composer. Mais c'est la vérité. Alors vous savez, s'il veut vraiment la paix, je n'en suis pas sûr. Je pense que pour ces hommes et ces femmes au pouvoir, cela renvoie à cette citation de Dostoïevski sur la manière dont le pouvoir et le sang sont humiliants, comment la tyrannie est organique, et comment très souvent les hommes et les femmes qui entrent en contact avec elle la trouvent enivrante. Et je pense que c'est exactement ce que nous voyons ici. Et je dirais, juste pour continuer à divaguer, en passant au Venezuela, l'objectif, tel que je le vois, en observant davantage ce qui s'y passe, et je pourrais me tromper dans quelques heures ce soir, quand il fera nuit et que les États-Unis lanceront une invasion ou quelque chose du genre. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Premièrement, je ne pense pas que les forces nécessaires soient présentes pour une telle chose. Et deuxièmement, je pense que c'est le genre de gouvernement, le genre d'hommes et de femmes qui aiment le théâtre. Ils aiment l'image de tuer des gens dans des hors-bords. Ils aiment pouvoir, une fois par semaine, diffuser une vidéo d'un autre bateau détruit par un missile Hellfire ou autre. Ils aiment ça. Il y a un aspect Tom Clancy dans tout cela qui leur plaît. Et je pense que c'est ce qu'ils visent ici. Plus qu'un véritable changement de régime et certainement plus qu'une quelconque occupation du Venezuela. S'ils pouvaient obtenir un changement de régime au Venezuela, eh bien, soit, tant mieux pour eux, n'est-ce pas? Le Venezuela, bien sûr, est depuis des décennies une cible des néoconservateurs, en particulier des républicains. C'est une obsession de Marco Rubio, du secrétaire d'État et du conseiller à la sécurité nationale. Et le Venezuela, bien sûr, possède également les plus grandes réserves de pétrole au monde. Donc, si l'on met tout cela ensemble dans cette réponse un peu longue, on en arrive toujours à la même conclusion. En ce qui concerne Trump, savoir s'il veut la paix dépend de son humeur à un moment donné de la journée. Et c'est pour cela que cette administration est incroyablement dangereuse. Ici, Matt, tu as mentionné la situation au Venezuela. Voici ce que Rand Paul en a dit. Il n'y a pas de fentanyl fabriqué au Venezuela. Pas même un peu. Il n'y en a tout simplement pas.
Ce sont des bateaux à moteur qui, pour atteindre Miami, devraient s'arrêter et faire le plein une vingtaine de fois. Ils vont très probablement tous à Trinité et Tobago, une île située juste au large des côtes du Venezuela. Il y a donc de nombreuses raisons de s'inquiéter à ce sujet, mais la première est un principe plus large. Quand peut-on tuer des gens de manière indiscriminée? Quand on est en guerre. C'est pourquoi, lorsque nous déclarons la guerre, cela doit être fait par le Congrès. Cela doit être réfléchi, cela doit être débattu, et nous ne sommes pas censés le faire à la légère. Et ensuite, quand il y a la guerre, on tue des gens dans la zone de guerre. Et même là, il existe des règles d'engagement. Mais l'interdiction des drogues a toujours été une activité criminelle, une sorte d'action de lutte contre le crime, où l'on n'exécute pas les gens sommairement. Nous présentons réellement des preuves et nous les condamnons. Matt, que se passe-t-il avec Donald Trump lui-même? Ces personnes, Rand Paul en faisait partie, comptaient parmi les rares républicains à avoir soutenu Trump pendant l'affaire du Russiagate. Nous avons Thomas Massie, nous avons Marjorie Taylor Greene. Ce sont des membres du Parti républicain qui ont soutenu Donald Trump. Mais en ce moment, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait. Et il semble que Trump se sente beaucoup plus proche de Lindsey Graham que de ces personnes. N'est-ce pas préoccupant, à ton avis? Oui, je veux dire, ce n'est pas comme ça que les choses étaient censées se passer, non? Je veux dire, un principe fondamental du mouvement MAGA de Donald Trump, c'est America First. Et bien sûr, des hommes et des femmes, comme son vice-président, J.D. Vance, ou sa directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, dont on n'a rien entendu depuis plusieurs mois, on m'a dit qu'elle avait été mise en avant pour une cérémonie de Diwali et que c'était tout, tu vois? Donc, on assiste à un abandon du principe consistant à placer les intérêts de l'Amérique au sommet de notre agenda. Et ce n'est tout simplement pas ce qui se passe. On pourrait parler de ce plan de sauvetage de 40 milliards de dollars pour l'Argentine, qui n'est même pas destiné à soutenir l'économie argentine, non? Je veux dire, Trump lui-même a dit que tout dépendait des prochaines élections, que cet argent soit débloqué ou non, ou qu'il y ait un soutien supplémentaire. Cela montre donc que c'est purement politique, du copinage, tu vois? Comme l'a dit Karen Kwiatkowski, recherche du profit, copinage et petite guerre à l'étranger pour les ressources naturelles. Tu sais, j'adore qu'elle m'ait écrit ça aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que je devrais le citer partout. Je pense qu'elle a vraiment visé juste en exposant clairement quel est l'enjeu ici. On voit ces exceptions au sein du Parti républicain qui n'ont pas renoncé à leurs principes, qui n'ont pas échangé leurs convictions contre, tu sais, une place confortable dans l'administration ou un soutien de campagne garanti. Et c'est pour cela qu'on voit de tels efforts dirigés contre Rand Paul, Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene. Nous avons déjà vu cela auparavant, certainement lorsque George W. Bush était président, le père de Ron Paul, menait les efforts contre la guerre en Irak. Walter Jones, feu le membre du Congrès de Caroline du Nord, que j'ai eu la chance de pouvoir appeler un ami, après s'être ravisé quant à son soutien initial à cette guerre, s'y est opposé. Et il l'a payé cher au Congrès, non seulement en risquant de perdre son siège, mais aussi en n'obtenant jamais les postes de responsabilité qu'il aurait dû avoir, parce qu'il a choisi de suivre ses principes plutôt que de faire ce qui était le mieux pour George W. Bush, John Boehner ou quiconque dans la direction républicaine. Ce que vous voyez avec Greene, Massie et Paul est donc assez rare. Et vous savez, en particulier avec Paul et Massie, je connais moins Greene, ce sont des hommes libertariens. Ils appartiennent à une branche marginale du Parti républicain. Ils ne font en aucun cas partie du courant dominant du GOP. Ils sont traditionnellement anti-guerre. Ils sont traditionnellement de fervents défenseurs des libertés civiles. Et donc, avec Paul, dans ses commentaires,
En plus de ce que nous venons d'entendre de lui en train de parler à Piers Morgan, il fait valoir son point. Comment peut-on tuer quelqu'un sans même connaître son nom? Nous tuons des gens dans ces vedettes rapides. Nous ne savons même pas qui ils sont. Et il dit que c'est incroyablement anti-américain. De faire une telle chose, de mener un acte pareil, d'exécuter quelqu'un sans connaître son nom. C'est selon lui le comble du déni de procédure régulière. Donc vous savez, c'est une bonne chose que nous ayons encore des hommes et des femmes comme Massey, Paul et Green. C'est dommage qu'on en voit si peu du côté du Parti démocrate. Je veux dire, il y a bien des tentatives des démocrates pour essayer de restreindre ce que Donald Trump fait en ce qui concerne ses frappes dans les Caraïbes. Et en fait, aujourd'hui, ils ont touché un bateau dans le Pacifique qui venait de Colombie. Nous avons donc maintenant une guerre contre la drogue qui s'étend sur plusieurs océans. Mais vous savez, Tim Kaine et Ron Paul ont essentiellement proposé une résolution sur les pouvoirs de guerre qui vise à limiter la capacité du président à mener ses opérations. Et cela va suivre le même chemin que toutes les autres résolutions sur les pouvoirs de guerre. Et les démocrates le savent. C'est tout ce qu'ils feront. Il n'y aura donc aucun véritable effort pour saper cela. Aucun véritable effort pour, disons, bloquer d'autres actions de Trump, que ce soit en bloquant le financement de ce type d'initiative. Il n'y aura rien de tout cela. Ce sera exactement comme ce que nous avons vu avec l'opposition dans tous les autres aspects de la guerre ou avec les administrations précédentes qui ont énormément violé les libertés civiles américaines. Donc je pense que nous avons déjà vu le même scénario quant à ce que nous pouvons attendre du Congrès à ce sujet. C'est juste que Donald Trump y apporte beaucoup plus de couleurs et de relief d'une manière que nous n'avions encore jamais vue. Matthew, en ce qui concerne Gaza, il semble que J.D. Vance et Jared Kushner promeuvent un plan visant à diviser Gaza en deux parties, l'une sous le contrôle d'Israël et l'autre sous celui du Hamas. La reconstruction soutenue par les États-Unis sera limitée au côté israélien. Cela signifie-t-il qu'ils ne permettront à personne d'aider le côté contrôlé par le Hamas, même si l'objectif est d'aider les habitants à reconstruire leurs maisons et leurs immeubles? Comment cela va-t-il fonctionner? Vont-ils créer une sorte de zone avec une meilleure qualité de vie pour convaincre les habitants de Gaza, ceux vivant dans la partie sous contrôle du Hamas, de passer de l'autre côté? Qu'ont-ils en tête selon vous? Oui, et j'ai écrit à ce sujet il y a quelques semaines sur mon Substack. À quoi je m'attendais que ce plan de paix ressemble, s'il tient. Et il y a beaucoup d'incertitudes quant à savoir s'il va réellement tenir. Vous savez, de nombreux Israéliens dans toute la société, au sein du gouvernement, de l'armée et des médias, ne veulent pas voir ce plan aller de l'avant, y compris très probablement Benjamin Netanyahou. Donc voilà, n'est-ce pas? Il se peut même que cela n'avance pas du tout. Tout pourrait s'effondrer, et les Israéliens pourraient reprendre le génocide et le nettoyage ethnique comme ils l'entendent. Mais il y a aussi ceux, je pense, parmi les Israéliens, qui sont plus calmes ou plus rationnels et qui veulent toujours mener à bien le nettoyage ethnique, mais voient une occasion de le faire d'une manière qui implique les Américains et d'autres nations afin de partager une partie du fardeau avec les Israéliens, n'est-ce pas? Cela permettrait aux Israéliens de se concentrer sur l'annexion de la Cisjordanie et sur tout ce qu'ils souhaitent entreprendre. Remacin Moussino faire en sorte que Gaza ressemble essentiellement à la Cisjordanie. En gros, une bande de Bantoustans, d'enclaves, là où se trouvaient autrefois ces villes. Ce sont essentiellement des camps de concentration, et les routes qui les séparent sont des routes d'apartheid destinées à maintenir les Palestiniens à l'écart, non seulement des Israéliens, mais aussi, d'une certaine manière, un pas au-delà de ce qu'Israël avait réussi à faire en Cisjordanie après les accords d'Oslo,
pour les isoler des autres Palestiniens. Comme on le voit en Cisjordanie, Israël a déployé de réels efforts au cours de la dernière décennie environ à travers ses colonies pour morceler le territoire et limiter les interactions ou la communication entre les différentes zones palestiniennes. C'est essentiellement ce qu'ils veulent faire à Gaza également. Et donc, on aurait ces, disons, camps de concentration, si l'on peut dire, construits sur ce qui était autrefois de grands quartiers ou des villes, séparés les uns des autres, incapables de vraiment se connecter entre eux. Et puis, en dehors de ces zones, comme vous le disiez, c'est là que les Israéliens vont reconstruire. Dans quelle mesure les Américains seront-ils impliqués dans tout cela? Vous savez, Jared Kushner est certainement là pour cette raison. C'est pourquoi il a été réintégré dans ses efforts par cette administration en ce qui concerne Israël et la Palestine, et je suppose probablement le Moyen-Orient au sens large. Mais l'idée, c'est ensuite de développer tout cela. Et donc, on en vient à se demander quelle sera la priorité dans ces zones qui vont être réaménagées. Est-ce que ça deviendra des Trump Towers, ou bien les caravanes et les remorques des colons sont-elles la priorité? On peut même imaginer ce conflit entre Israéliens et Américains à l'avenir, les colons voulant savoir où seront construites les tours, ou les Trump Towers. Et, vous savez, les allers-retours. Donc cette idée, comme l'a dit Kushner hier ou avant-hier, que la reconstruction aura lieu dans des zones contrôlées par Israël. Je pense que l'idée de voir Gaza comme une mini-Cisjordanie, comme une zone semblable à l'Afghanistan, fragmentée, essentiellement des camps de concentration, a du sens à la fois pour les Israéliens et pour les Américains. Et puis bien sûr, dans ces zones où les Palestiniens sont concentrés, disons à Gazaville ou à Khan Younes, je ne sais pas s'ils seront un jour réellement autorisés à revenir à Rafah. Mais s'ils sont maintenus dans des endroits comme la zone d'Al-Mawasi, sur la côte près de Rafah, on peut voir comment ils pourront alors être contrôlés. La quantité de nourriture, de matériaux, d'eau, tout ce qui entre, sera réglementé. Ainsi, tout comme les Israéliens, avec leur occupation de Gaza par le blocus et le siège au cours des 2 dernières décennies, ont pu le faire sur l'ensemble de la bande. Ils le feront désormais de manière plus ciblée pour imposer leur contrôle sur des zones qu'ils ne détiennent pas directement, essentiellement sur des zones encore contrôlées par le Hamas. L'idée que les Palestiniens renoncent à leur souveraineté, qu'ils abandonnent toute forme de résistance à l'occupation, est infondée. C'est absurde. Et cette idée que le Hamas se désarme, maintenant on se retrouve avec toute cette question de ce qui est sous contrôle israélien, de ce qui est sous contrôle du Hamas. C'est tout simplement ridicule. Vous savez, le Hamas a déclaré « Nous ne nous désarmerons pas » tant qu'il n'y aura pas de voie vers un État palestinien. Et les Israéliens ont dit qu'il n'y avait aucune voie vers un État palestinien. Le gouvernement, la Knesset, l'armée, les médias, dans tout Israël, sont complètement opposés à un État palestinien. On voit donc ce conflit qui persiste. Il est là depuis des décennies et continuera d'alimenter le désir de nettoyage ethnique de la part d'Israël. Car si les Palestiniens ne se soumettent pas, alors ils doivent partir. Et cela nous ramène à ce que beaucoup en Israël ont présenté comme les 3 solutions pour les Palestiniens. Soit les faire s'assimiler et devenir des citoyens de 3e ou 4e classe, soit les faire partir ailleurs, soit les faire tuer. Et je ne vois aucune raison pour que cela cesse d'être la politique israélienne envers la Palestine à l'avenir. Simplement parce que Jared Kushner s'est associé à Larry Ellison et qu'ils vont dépenser 350 millions de dollars pour construire des stations balnéaires, des tours et des centres de données d'intelligence artificielle à Gaza, comme ils l'ont annoncé. Je ne vois pas en quoi cela change le calcul global d'Israël concernant la Palestine, que ce soit Gaza, Jérusalem-Est ou la Cisjordanie.
Je ne sais pas ce que ressentent les États arabes face à toute cette situation avec les plans de Jared Kushner, car après tout, il semble que ce soit les États arabes qui doivent payer pour tous ces projets de reconstruction. Ce sont eux qui vont payer. Et ils vont payer spécifiquement pour reconstruire quelque chose au profit d'Israël. Pas pour les Gazaouis, pas pour les Palestiniens. Ils financent quelque chose dont Israël tirerait profit à long terme. Ce n'est pas vraiment à propos des Palestiniens, ni de la paix. Comment sont-ils convaincus d'aller dans cette direction? Chaque fois que je me sens perdu à propos des États arabes, Nima, je pense à qui sont leurs dirigeants et à quel point ils sont corrompus, n'est-ce pas? À quel point ils sont finalement faibles, à quel point leur propre survie est la seule chose à laquelle ils pensent. Donc je ne vois pas de problème à ce que les Arabes continuent de trahir les Palestiniens. Je veux dire, il y a un dictateur, Sisi, en Europe aujourd'hui, en train de rencontrer des dirigeants de l'UEOM. Il n'est pas un représentant des Palestiniens. Il n'est même pas un représentant du peuple égyptien. Il est le représentant de son régime. Donc je pense qu'il faut garder cela à l'esprit. Qui sont ces hommes qui dirigent ces pays, qui les gouvernent? Les exemples qu'ils nous ont donnés par le passé sont ce que nous pouvons attendre d'eux à l'avenir. Et la volonté des États du Golfe de collaborer avec les Américains et les Israéliens, je pense que c'est simplement une possibilité. Tu sais, c'est une conclusion évidente. Il y a eu l'autre jour un article dans le Washington Post sur la manière dont les armées des États du Golfe collaborent avec les Israéliens. Pas de façon indirecte, comme par l'intermédiaire d'un Américain. Je veux dire, ce sont les Américains qui les relient entre eux. Mais ils ont eu des réunions ensemble. Ils ont participé à des séances de planification ensemble. Je ne pense pas que tu verras des patrouilles navales conjointes entre Oman et Israël ou quelque chose de ce genre. Mais il y a collusion. Il y a une complicité avec le gouvernement israélien de la part des dirigeants arabes qui est insidieuse, néfaste et explicite. Elle existe et cela ne changera pas. Je veux dire, pour les États arabes, l'idée, je pense, c'est de savoir comment mieux envelopper cette mascarade. Comment pouvons-nous le mieux présenter les choses pour donner l'impression que nous nous soucions des Palestiniens, sans perdre la possibilité de revenir aux affaires comme d'habitude, comme c'était le cas le 6 octobre 2023. Vous savez, ce sont tous des dirigeants qui, pour la plupart, ont rejoint les accords d'Abraham parce qu'ils y voyaient un bon accord pour eux. Et les accords d'Abraham ont explicitement laissé les Palestiniens dans la désillusion. Les ont laissés à un sort qui a alimenté, et le Hamas l'a dit, la justification de l'attaque du 7 octobre. Pour s'assurer que le monde ne les avait pas oubliés, car les États arabes avaient une fois de plus démontré, avec les accords d'Abraham, qu'ils allaient oublier les Palestiniens. Et même les nations qui n'ont pas signé, comme les Saoudiens. C'est très transparent. Ils ont été très transparents. Ils ont essayé de faire croire que, nous nous soucions des Palestiniens. Toute cette affaire visait en réalité à obtenir la technologie nucléaire, à conclure une alliance de défense, une alliance militaire avec les Américains. Les Saoudiens voulaient simplement tirer davantage des accords d'Abraham que ce qu'ils en obtenaient. C'est tout. Cela n'avait rien à voir avec les Palestiniens. Alors, quand on regarde cela en pensant à l'avenir, à quoi peut-on s'attendre? Certainement, si les affaires sont bonnes, si le profit est là, alors oui. Et donc, les dirigeants du Golfe retombent encore une fois dans ce schéma. Je vais citer à nouveau mon ami Karen, d'accord? La recherche du profit, le copinage et les guerres bon marché pour les ressources naturelles. Et en somme, on peut obtenir au moins 2 de ces 3 choses en continuant à mettre les Palestiniens de côté. Oui, vous parlez de la vallée du Jourdain, qui se trouve, vous savez, en Cisjordanie, qu'Israël va, vous savez, annexer officiellement.
Et ce n'est pas, enfin nous ne parlons pas de... Il semble qu'il y ait eu un débat en Israël à propos de cette annexion de la vallée du Jourdain. Et les dirigeants de l'opposition en Israël, vous savez, ils ont voté en faveur de ce plan. Il semble qu'au final, peu importe qui sera au pouvoir en Israël, n'est-ce pas? Je pense que cela n'a pas d'importance. Le résultat serait le même. Exactement. Il y a, j'ai du mal à m'en souvenir, une excellente citation de Yair Lapid datant d'il y a 1 ou 2 semaines qui illustrait parfaitement cela, vous voyez? Cette idée qu'il n'y a aucune différence entre ceux qui sont au pouvoir en Israël et ceux qui sont susceptibles de le prendre, en ce qui concerne les Palestiniens, en ce qui concerne les territoires occupés. Il n'y a aucune différence. Il n'y a personne, d'un point de vue politique, en Israël, qui soit favorable à quoi que ce soit ressemblant à une solution à 2 États, à quoi que ce soit ressemblant aux droits des Palestiniens. Certainement pas favorable au droit au retour ou à quoi que ce soit de ce genre. Vous savez, 2 membres de la Knesset ont été expulsés lorsque Donald Trump était là la semaine dernière. L'un d'eux était un membre israélien juif de la Knesset qui brandissait une pancarte disant « Reconnaissez la Palestine ». Et vous savez que Dieu les bénisse. Mais il n'a aucune importance, aucun pouvoir. Son mouvement est assez restreint. Et même quand on commence à aller au-delà de cela, on voit que très souvent, les arguments en faveur de la reconnaissance de la Palestine du côté israélien, cette minorité, cette infime minorité qui la soutient, sont formulés en termes de sécurité nationale israélienne, de ce qui est le mieux pour Israël, de l'idée que cela stabiliserait la situation. Nous devons reconnaître la Palestine. Nous devons faire quelque chose à propos de l'occupation, car cela est trop lourd pour nous. C'est trop contraignant. Cela ne fait que provoquer des problèmes de sécurité que nous pourrions éviter en laissant ces gens tranquilles. Cela ne dit absolument rien des crimes commis contre eux, du droit international, du droit naturel, ni de quoi que ce soit d'autre. Et très souvent, même parmi les Israéliens qui sont favorables, le petit nombre qui le sont, à une forme de solution politique à ce problème, on constate que leur raisonnement est intéressé et ne se fonde sur rien qui fasse référence aux droits des Palestiniens, au droit international, au droit naturel, et ainsi de suite. Matt, penses-tu que, dans le cas de la Russie, la réunion était en quelque sorte... Eh bien, il semble qu'ils parlaient de la rencontre entre Lavrov et Rubio, qu'ils ont ensuite décidé de remplacer par un appel téléphonique avant la réunion. Il semble que la principale question reste le cessez-le-feu. Ils veulent un cessez-le-feu en Ukraine, ce que la Russie ne veut pas. Et jusqu'où l'Europe peut-elle aller avec la question des avoirs russes dans l'Union européenne? Pour forcer la situation, pour faire pression sur la Russie. Je pense que demain, jeudi, je crois, c'est bien le jour où ils vont voter pour savoir s'ils vont saisir les avoirs russes afin de payer ces 165 milliards de dollars. Je ne me souviens plus si c'est 165 milliards de dollars ou d'euros, mais c'est un prêt colossal pour les Ukrainiens. Tu sais, la folie dans tout ça, Nima, je crois qu'on en a parlé il y a 1 ou 2 semaines. Mais pour le rappeler, le commissaire européen, je ne me souviens plus de son nom, celui qui est responsable du budget de la Commission européenne, a déclaré que l'Union européenne n'avait pas besoin d'inscrire ce prêt de 165 milliards dans ses comptes, car il sera payé par les Russes sous forme de réparation une fois la guerre terminée. Je veux dire, on est face à cette folie, cette maladie, cette démence, où même leurs responsables budgétaires disent finalement « nous allons gagner la guerre et les Russes paieront les réparations ». Donc, nous n'avons pas besoin de faire une comptabilité juridique solide et rigoureuse en ce moment, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est le genre de folie qui traverse l'Europe en ce moment,
venant d'en haut. Ce n'est certainement pas une initiative populaire, comme on peut le voir dans les sondages d'opinion. Mais cette idée selon laquelle ils vont prendre cet argent provenant des avoirs russes, gelés, en violation du droit international. Vous savez, les banques s'y opposent. Il ne semble vraiment rien de bon pouvoir en sortir, que ce soit le précédent que cela crée ou le fait que les Russes ont déclaré qu'ils riposteraient. Les Européens affirment détenir 300 milliards de dollars d'actifs russes. Et les Russes disent, nous avons environ 300 milliards de dollars d'actifs européens gelés que nous pouvons contrôler. Et nous allons donc prendre cela. Je veux dire l'idiotie ici, la folie d'une telle escalade. Où pense-t-il que cela va mener? L'Occident est surpassé par la Russie depuis 3 ans et demi maintenant. Ce qui avait été déclaré il y a 3 ans et demi comme une guerre qui se déciderait dans les usines, les ateliers et les raffineries de l'Occident face à la Russie s'est avéré être un échec. Elle est perdue. Regardez l'ampleur et la portée de la capacité de production russe pour soutenir son armée en Ukraine, comparé à ce que l'Occident a pu faire pour l'Ukraine. C'est 2, 3, 4 fois supérieur, peut-être même davantage selon ce que l'on considère. Regardez les avancées technologiques, regardez la performance globale de leurs armées. Il est clair que les généraux russes ont vaincu les généraux américains. Comme nous le savons, les généraux américains ont contrôlé l'armée ukrainienne depuis des postes de commandement en Allemagne tout au long de cette guerre. Les grandes décisions stratégiques prises par l'armée ukrainienne sont en réalité décidées par les généraux américains. Les généraux américains se sont affrontés aux généraux russes dans cette guerre, et ils ont perdu. Je veux dire, plutôt que de reconnaître cette réalité et de chercher un moyen d'en sortir, de trouver une issue qui permette peut-être de sauver la face, je comprends tout à fait pourquoi les Européens et les Américains voudraient sauver la face. Je suis tout à fait pour, si cela signifie la fin de la guerre. Mais ils ont choisi de poursuivre cette guerre d'une manière qui rend toute issue pire que ce qu'ils auraient pu obtenir en négociant une fin. Donc la folie ici, je pense que toute cette histoire d'emprunt, de vol sur les avoirs russes, tu sais, c'est simplement une partie intégrante de tous les aspects de cette guerre. Encore une fois, la déraison de tout cela, le faux espoir que cela suscite, les aspects juridiques que cela implique. Et je pense que quand on en vient à cette affaire de l'annulation des discussions Rubio-Lavrov, la réalité est simplement que, comme tu l'as dit, Nima, il n'y a aucune raison de discuter de quoi que ce soit. Nous n'avons fait aucun progrès depuis Anchorage, tu sais. Et peut-être que les Russes se sentent un peu trahis parce que Donald Trump a quitté les discussions d'Anchorage en disant « Oui, nous avons besoin d'un plan de paix à long terme, pas seulement d'un cessez-le-feu. » Et puis il se retourne et fait ça aussi, tu vois. Nous en avons parlé brièvement auparavant, mais des choses comme faire exploser des raffineries dans les pays de ses propres alliés, la Roumanie et la Hongrie, membres de l'UE et le Borbero, membres de l'OTAN, quand tu fais exploser leurs raffineries et qu'il s'agit d'installations qui traitaient du pétrole russe, donc les Russes ne l'ont pas fait. Pourquoi ferait-il ça? Tu vois, c'est la même chose avec Nord Stream. Que doit penser ton adversaire de tout cela? Comment est-il censé avancer avec toi si tu fais exploser les installations de tes propres alliés? Je veux dire, je ne suis pas sûr du moment où cela s'est produit, ni si cela a pu jouer un rôle ou non dans la décision du côté russe. Mais bien sûr, si j'étais du côté russe, vous savez, on se demanderait, voulez-vous vraiment négocier avec ces fous? Regardez, nous avons l'avantage en Ukraine. Cela avance lentement, mais sûrement. Tous les indicateurs pointent vers un effondrement ukrainien à terme. Dans 1 an ou 2, peut-être 3 ans, je suis bien plus prudent que certaines autres personnes. Je pense que les Ukrainiens peuvent tenir encore 2 ou 3 ans, surtout avec le soutien occidental
qui maintient ce ballon gonflé, n'est-ce pas? Tant que les Ukrainiens parviennent à résoudre leurs problèmes de main-d'œuvre. Donc, comme vous avez entendu, ces maniaques, ces faucons ici aux États-Unis, le dire, comme Lindsey Graham, commencez à enrôler vos jeunes de 18 ans. Parce que les gens ne savent pas que les Ukrainiens ne recrutent pas les 18 à 25 ans. Le recrutement commence à 26 ans. C'est donc très différent de tout ce à quoi la plupart des gens sont habitués. Mais, vous savez, l'idée, c'est de se demander, peut-on faire entrer cette demi-génération de jeunes hommes dans la guerre? Cela vous permettra de continuer. Cela augmentera vos effectifs. Cela vous donnera les 30 000 hommes dont vous avez besoin chaque mois pour empêcher l'armée de s'effondrer. Et puis aussi, si nous continuons simplement à faire affluer l'argent, si vous regardez par exemple ce qui s'est passé en Afghanistan ou au Vietnam, qu'est-ce qui provoque l'effondrement du gouvernement afghan ou du gouvernement vietnamien? C'est la coupure du financement, ou même la crainte de cette coupure, qui déclenche l'effondrement de ces gouvernements, l'effondrement de leur système de sécurité, de leurs armées. Exactement. Tant que vous garantissez que vous continuerez à leur fournir de l'argent, cette peur de l'effondrement n'existera pas. Il n'y aura pas de panique provoquant l'effondrement du gouvernement et de l'économie, puis la fuite des réfugiés. Vous pouvez donc voir comment, dans leur esprit à Bruxelles, Londres, Paris et Washington DC, une voie à suivre se dessine. Et puis, vous croisez les doigts pour que l'économie russe finisse par s'effondrer, car elle subit une très forte pression avec cette guerre. Il y a beaucoup d'éléments à examiner concernant la Russie. Ses conditions économiques, comme le ratio dette-PIB, qui sont très favorables aux Russes. Mais la guerre exerce une forte pression sur l'économie, en particulier sur l'économie politique du pays, surtout lorsqu'il s'agit d'une guerre étrangère. Vous savez, et je sais que certains diront que la guerre en Ukraine n'est pas une guerre étrangère, etc., etc. Mais les Russes eux-mêmes affirment qu'ils combattent l'OTAN, donc c'est une guerre étrangère. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu sais, c'est ce genre de confusion, et encore une fois de folie, faute d'un meilleur mot, qui infeste l'esprit de ceux de Washington, Berlin, Bruxelles, Londres, et ainsi de suite. Cela les amène à penser que cette guerre est en fin de compte gagnable. Et donc tu regardes ce prêt, et si tu gardes cette perspective à l'esprit, tu peux voir à quel point ce prêt à l'Ukraine a énormément de sens. Même si de l'extérieur, les gens disent « ça n'a aucun sens, c'est désastreux, cela va causer encore plus de problèmes, et ça ne mènera qu'à quoi ?» Tu vois? Mais c'est la même chose. Je veux dire, ce sont les mêmes hommes et femmes, du moins du côté américain, qui, comme nous en avons déjà parlé avec leurs politiques intérieures et leur guerre contre les narcoterroristes, se voient comme des révolutionnaires, n'est-ce pas? Donc, ils ne basculent pas soudainement à un moment de la journée en se disant « Oh, passons en mode politique étrangère », n'est-ce pas? Alors, un type comme Hegseth, quand il plaide pour que le prochain champ de bataille des États-Unis soit les villes américaines, ce n'est pas comme s'il avait un interrupteur lui permettant de dire « Bon, maintenant, il est temps d'adopter ma perspective internationale et je vais voir le monde d'une manière beaucoup plus rationnelle et lucide. » Non, non, ce n'est pas le cas. Et donc, tu vois, c'est ce à quoi nous assistons et ce à quoi nous serons contraints d'assister pendant encore de nombreuses années. Je pense que Donald Trump n'est pas honnête dans la façon dont il parle de l'Inde, car il faut être clair sur un point. L'Inde, chaque jour, affirme qu'elle ne renoncera pas au pétrole russe. Elle le veut. Elle a besoin du pétrole et du gaz russe. C'est pour cela qu'elle en prend, en raison de sa sécurité, de sa situation, de ses priorités, qui sont le peuple indien et l'industrie indienne. Et voici ce que Donald Trump a dit, son dernier commentaire à propos de l'Inde.
And here is what Donald Trump said, the latest comment in India. Eh bien, ils vont simplement continuer à payer beaucoup de droits de douane. S'ils ont dit cela, mais je ne crois pas qu'ils l'aient fait. Non. J'ai parlé avec le Premier ministre Modi de l'Inde et il m'a dit qu'il n'allait pas faire l'affaire du pétrole russe. Mais pourquoi l'Inde dirait-elle qu'elle ne va pas le faire? Je ne sais pas, mais s'ils veulent dire ça, alors ils continueront simplement à payer d'énormes droits de douane. Et ils ne veulent pas faire ça. Comment peux-tu inventer des choses pareilles, tu sais? C'est... Oui, enfin, il le fait. Il le fait vraiment. Tu sais, on tourne en rond, encore et encore, en essayant de comprendre ce que ce pays va faire sous sa direction. Et c'est vraiment une quête insensée. Pas qu'il faille tout arrêter. Tu vois, c'est comme ce passage avec William Shatner dans Airplane 2, fermez tout. Mais cette idée selon laquelle on devrait essayer de deviner ce que les États-Unis vont faire, alors que l'homme qui les dirige invente tout. Et puis, si tu es de l'autre côté, un adversaire, comment gères-tu ça? C'était apparemment au début de 2024. Vladimir Poutine a déclaré qu'il préférait voir Joe Biden rester président plutôt que Donald Trump revenir. Parce que, selon les rapports, Poutine a dit que c'était parce que Biden était prévisible. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire non. On pouvait regarder Biden et comprendre ce qu'il allait faire concernant Israël, ce qu'il allait faire concernant l'Ukraine, comment il allait se comporter envers la Chine. N'est-ce pas? En somme, il allait être destructeur, néfaste et contre-productif. Mais au moins, on pouvait comprendre d'où cela venait. N'est-ce pas? Je veux dire, mais avec cet homme au pouvoir, et ceux qui l'entourent, qui ne sont rien d'autre que, tu sais, il est entouré de flagorneurs, ou bien d'escrocs et de criminels, ou encore de personnes qui ont réussi dans la vie parce qu'elles ont appris à naviguer dans un écosystème politique, économique et médiatique corrompu aux États-Unis. Donc il est entouré de gens qui lui ressemblent. Ce n'est pas comme s'il avait un secrétaire à la guerre, un secrétaire au trésor, un secrétaire d'État ou à la sécurité intérieure, ou qui que ce soit qui s'inquiète du fait que le président invente des choses. Non, ça ne les dérange pas, parce qu'eux aussi inventent des choses. Ils se contentent de suivre le mouvement. Tu crois que Kristi Noem est un bastion de raison qui utilise des arguments rationnels et de la logique pour déterminer ce qu'elle va faire ensuite? Tu sais, enfin non. Je veux dire, encore une fois, cela revient à cette idée de qui détient le pouvoir et au fait qu'on ne peut pas faire confiance à leurs décisions pour être rationnels. Il faut aussi interpréter leurs choix comme provenant de leurs instincts les plus primaires. Donc, encore une fois, cette citation de Dostoïevski sur le sang et le pouvoir, comment cela enivre, comment la tyrannie est organique et se développe d'elle-même, et comment, une fois qu'on y a goûté, il est très difficile d'en revenir. Et on voit bien qu'ils croient que leur succès dépend d'autres personnes comme eux. Ainsi ici, aux États-Unis, ils recrutent des agents de l'ICE pour aller terroriser non seulement les migrants sans papier, mais aussi les résidents légaux et les citoyens américains. Des centaines de citoyens américains ont été détenus, battus, humiliés par des agents de l'ICE au cours des derniers mois. Des centaines. Et ils vont recruter encore plus d'agents de l'ICE. Ils vont étendre le programme. Nous avons de la chance ici, en Caroline du Nord, là où je me trouve. Ils ne sont pas encore arrivés parce que le programme ne s'est pas encore étendu. Ils n'ont pas assez de personnel pour le faire. Mais à la même époque, l'année prochaine, je parie que, c'est sûr et certain, ils seront là. Et l'idée derrière les Trump, les Hawley, les Noem, la direction, c'est que dans leur ferveur révolutionnaire, ils trouveront des esprits partageant les mêmes idées.
Donc que ce soit les brutes et les voyous de Noem à l'ICE ou le désir de Hawley d'avoir une armée nationaliste blanche, patriarcale et chrétienne, ils croient qu'ils peuvent y parvenir. Matt, quand tu compares l'Europe à Israël aujourd'hui, je dirais que le principal soutien d'Israël, c'est le gouvernement des États-Unis. Tous les autres pays ont d'une manière ou d'une autre peur des États-Unis, ou bien ils ont beaucoup à obtenir d'eux. C'est pour cela qu'ils soutiennent Israël. Ils veulent négocier, discuter avec Israël ou entretenir de meilleures relations avec Israël. Penses-tu que l'Europe va dans cette direction? Devenir totalement dépendante des États-Unis, sans maintenir de lien avec l'Est, avec la Russie, avec la Chine. C'est important pour l'avenir de l'Europe, mais on ne perçoit pas cette nécessité au sein de la direction dont je parle. Oui. Je veux dire, les dirigeants actuels en Europe, tous ceux dont j'ai entendu parler, c'était qui déjà? Peut-être que c'était Alexander Macoras, que j'ai entendu dire qu'on pouvait additionner les chiffres de popularité de Merkel, de Scholz, de Macron et peut-être de quelques autres, et qu'ils n'atteindraient toujours pas ceux de Vladimir Poutine. Et cela montre la manière dont la Russie s'est comportée au cours de ces dernières décennies comparée à l'Europe. Ainsi, avec l'effondrement à la fin de la guerre froide, ce nouvel ordre mondial, il y avait là une opportunité, un choix que les pays pouvaient faire. Rester sous la tutelle, demeurer les vassaux de l'Empire américain ou suivre leur propre voie. Et les Russes, comme on le sait, ont choisi de suivre leur propre voie. Pas parce qu'il n'y a pas eu d'effort de la part des Américains pour en faire un vassal, ni parce qu'il n'y avait pas de Russes qui le souhaitaient. Mais c'est ainsi que le pouvoir s'est finalement structuré en Russie. Et je dirais que la réalité des années 1990 a été si cruelle et si clairement comprise que la cruauté à laquelle les Russes ont été exposés provenait de la recherche de profit des États-Unis à leurs dépens. Oui, je veux dire, les Européens, eux, ils ont choisi de rester des vassaux. Il y a aujourd'hui en Europe des dirigeants qui considèrent le maintien du statu quo comme la chose la plus importante. Ainsi, lorsque vous regardez les personnes au pouvoir, Meloni, Macron, Starmer, Scholz, von der Leyen, vous voyez des hommes et des femmes qui sont, vous savez, les Scandinaves. Je viens de voir quelques Scandinaves parler à la grande convention de l'armée américaine. Pardon, la grande convention de l'armée des États-Unis qui se déroule en ce moment. Et j'ai entendu certains de ces Scandinaves s'exprimer là-bas, et ils ressemblent aux plus fervents promoteurs de l'impérialisme américain qu'on puisse externaliser. Donc vous voyez, ils veulent maintenir le statu quo parce qu'ils croient que ce qu'ils ont vaut mieux que tout le reste. Ils ne voient aucune perspective de fonctionner sans les États-Unis qui leur garantirait la même sécurité qu'ils ont aujourd'hui, dans leur propre pouvoir et leurs propres privilèges. Je ne parle pas de leur peuple, de leur société ou de leur pays, mais d'eux-mêmes, de leur parti politique. Ils sont dans la meilleure position possible en restant les vassaux de l'Amérique, plutôt qu'en tentant de voler de leurs propres ailes. Et il est certain qu'ils ont eu l'occasion de le faire. Je crois qu'il y a encore une opportunité, bien qu'elle se referme rapidement. Au cours des dernières années, les Européens auraient pu dire non. Et à mesure que le monde multipolaire dans lequel nous vivons prend forme, en constituant ses propres sphères, on trouve une présence américaine, une présence chinoise, une présence russe et peut-être bientôt une présence indienne. Vous savez, on pourrait imaginer d'autres pays jouant des rôles majeurs. Les Européens auraient pu constituer une puissance distincte dans ce monde multipolaire. Nous en avons déjà parlé. Après la fin de la guerre froide, si les Européens avaient suivi leur propre voie, l'Europe pourrait être aujourd'hui le centre de la technologie. Elle pourrait être un centre d'éducation. Elle pourrait représenter ce à quoi le monde aspire
en matière de société éclairée, si l'on veut. Mais ils ont choisi de ne pas le faire. Ils ont choisi de suivre l'Empire américain, de suivre les guerres de l'Empire, de suivre les politiques de l'Empire, de suivre les politiques néolibérales de l'Empire, et ainsi de suite. Et donc, nous voilà avec des dirigeants impopulaires en Europe qui négligent leur population, car ils considèrent que leur propre intérêt réside dans la poursuite des politiques qui ont causé de grands dommages et appauvri leur peuple. Mais c'est pour eux le meilleur moyen de rester au pouvoir. Alors ils continuent. Dans le prolongement de cela, cette guerre en Ukraine est devenue leur étendard. C'est devenu leur identité. Quelle autre identité ont Starmer, Macron, Merkel ou von der Leyen, à part « je m'oppose aux Russes », n'est-ce pas? Il n'y a vraiment rien d'autre. Ainsi, alors que les États-Unis continuent de s'isoler ou font tout pour pousser d'autres nations à chercher des alternatives à la domination américaine, les Européens restent à leur côté. Donc, à terme, vous aurez un bloc américano-européen très clairement défini, si l'on peut dire, qui s'opposera d'une manière ou d'une autre à d'autres régions du monde. Il est intéressant de voir les Japonais installer aujourd'hui leur Premier ministre, qui est incroyablement belliciste. Anthony Albanese, le Premier ministre australien, était justement aux États-Unis cette semaine pour signer un accord de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour des sous-marins nucléaires, signé sous l'administration Biden et réaffirmé sous cette administration Trump. On voit donc des nations comme celle-là réaffirmer leur engagement envers l'Empire américain, alors que la chose la plus intelligente à faire pour elles serait soit de suivre leur propre voie, soit de trouver une forme d'alternative à l'Empire à laquelle elles pourraient appartenir. Yeah. Thank you so much, Matt. Oui, Being with us today. merci beaucoup Matt d'être avec nous aujourd'hui. Great pleasure. C'est toujours un grand As always. plaisir. I think the situation Je pense que la is situation avec l'Europe est quelque chose dont nous allons parler davantage avec le temps, car avec la situation en Russie, d'une certaine manière, c'est l'Europe qui mène la danse en Ukraine. L'Europe mène la danse. Europe is running the show. Je pense qu'il y a eu un certain donnant-donnant entre les Américains et les Européens à ce sujet. Cette idée selon laquelle, si vous nous soutenez sur l'Ukraine, nous vous soutiendrons sur l'Iran. Trita Parsi, de l'Institut Quincy, a beaucoup écrit à ce propos. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Pourquoi les Allemands, les Français et les Britanniques, les E3, comme on les appelle, ont-ils été aussi durs envers l'Iran? Ont-ils poursuivi avec autant de vigueur le rétablissement des sanctions contre les Iraniens? C'est en échange du soutien américain à l'Ukraine. Voilà. Et puis par-dessus tout cela, il ne faut pas oublier l'Union européenne, Ursula von der Leyen et Kaja Kallas. Et vous voyez ces femmes, lorsqu'elles parlent d'armer leur nation, lorsqu'elles évoquent une armée de l'Union européenne, lorsqu'elles parlent de guerre, vous voyez cette lueur dans leurs yeux. Et ainsi, vous avez ces mégalomanes à divers postes qui considèrent le militarisme et la guerre comme leur voie pour conserver le pouvoir, ou, dans le cas de von der Leyen, de Kallas et d'autres au sein de l'UMEWEGER, comme un moyen de créer le pouvoir. Von der Leyen. Je ne pense pas qu'elle reste éveillée la nuit à imaginer qu'elle pourrait devenir la première commandante en chef de l'armée européenne dont on rêve depuis des décennies. Vous voyez? Donc, oui. Oui, incroyable. Très bien, merci Nima. Thank you so much, Matt. Great pleasure. Merci beaucoup Matt. C'est un grand plaisir.